bonjour. Vous êtes venu en Guadeloupe pour le prix Carvet des lycéens et nous avons aujourd'hui le plaisir de vous accueillir au nom de l'association Art lycéen. D'accord? Alors, votre ouvrage, vous l'avez remarqué, a beaucoup plu aux élèves de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et nous aimerions vous poser juste quelques petites questions, et notamment concernant la thématique de la mémoire, l'égard à son traitement, puisqu'à un moment donné, il est dit c'est une pauvre mémoire que celle qui fonctionne à reculons. Alors, est-ce qu'on pourrait déjà interpréter ce que je considère comme étant une métaphore et qui ouvre la question du temps humain, le rapport entre le passé, le présent et le futur? Je suis très sensible à la présence du passé. J'ai été dans tous mes romans qui parlent souvent des personnages en train de chercher un mystère, un secret dans le passé de son pays, mais aussi de sa famille. Mes romans ont toujours été classés comme des romans politiques, puisqu'il s'agit d'un passé qui a un rapport avec la politique colombienne, l'histoire colombienne. La Réputation est mon roman le plus privé de ce point de vue. C'est le roman où l'histoire politique colombienne a disparu, et il s'agit plutôt d'explorer une mémoire privée. Alors, ce qui m'a surpris, moi je ne connais jamais le déroulement de mes histoires. Je découvre mes histoires à mesure que je les écris. Et dans ce roman notamment, j'ai commencé par faire une enquête sur la fragilité de l'image publique. C'était mon intention, c'était le conflit des personnages. Mais les romans savent toujours des choses que les auteurs ignorent, et mon roman m'a révélé que son intérêt à la fin, c'était non pas d'explorer seulement la fragilité de l'image publique, mais la fragilité de la mémoire privée aussi, la fragilité de nos souvenirs. Le fait que nos souvenirs peuvent nous tromper, le fait qu'on ne réussit jamais à connaître complètement son passé, et que le passé peut changer. Le passé n'est pas fixe, c'est flou, c'est quelque chose qui bouge. Et c'est la découverte un peu effrayante que font mes personnages. Oui, d'autant qu'on a aussi l'impression qu'il y a aussi une difficulté à communiquer entre les êtres humains. On a l'impression que tous les couples se délitent. Oui. C'est le cas du narrateur et de sa femme, c'est le cas aussi de leur fille. Et on a l'impression, quand on voit le parcours des personnages, on a l'impression d'assister à une vision assez pessimiste quand même de la nature humaine, de l'être humain. Disons que la vision optimiste n'intéresse jamais un écrivain. Oui. On essaye d'éclairer les conflits humains, les points où la nature humaine s'interpose entre nous et je ne sais pas, le succès des relations. Ouais. C'est un sujet qui m'intéresse depuis toujours. Mon tout premier livre, c'est un livre de nouvelles qui s'appelle Les Amants de la Toussaint, en français, et qui décrit 7 relations amoureuses malheureuses, 7 échecs dans la relation amoureuse. Dans ce roman, je me suis concentré beaucoup sur ces personnages qui essayent de se communiquer, qui essayent de transmettre à l'autre ses émotions, ses convictions, mais qui ne le font pas. Et ça, du point de vue du métier du caricaturiste Javier Mayarino, qui prend des décisions que petit à petit vont conduire à l'échec de sa relation personnelle. Donc il prend des décisions publiques, dans le domaine public, qui ont un effet, disons malheureux. Pervers aussi sur sa vie privée, sur sa vie humaine. Sur sa vie privée. Voilà. Et justement, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre son itinéraire et celui de Randon, de l'autre caricaturiste, il relate son assassinat, oui. Mais lui, lorsqu'il détruit
lorsqu'il détruit toutes ses planches, lorsqu'il détruit tout ce qu'il a fait, Oui. est-ce que ce n'est pas aussi une forme de suicide? C'est-à-dire qu'il renonce à ce qui a fait sa réputation et qui a fait sa gloire. Je crois que le roman est ouvert aux interprétations, oui. Il y a des gens qui pensent que le fait que Maiarino, à la fin du roman, détruise ses œuvres, ses instruments de travail, ça implique une sorte de suicide, comme celui de Ricardo Rendon, qui est son père spirituel, disons, son modèle. Mais il y a d'autres lecteurs qui ont trouvé que ce même fait implique une sorte de rédemption, de reconnaissance de ses erreurs, de la mauvaise utilisation de son pouvoir. Et donc c'est une sorte de reconnaissance de sa position, de sa vraie position dans le monde, et la seule façon qu'il a de demander pardon, en quelque sorte. Le roman a été publié en Colombie 1 an et demi, ou presque 2 ans, avant les événements de Charlie Hebdo. Et bien sûr, avec cette tragédie, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de courriels qui me disaient « Tu avais raison, ça peut arriver ». Des gens qui n'étaient pas convaincus qu'un dessinateur puisse être considéré si dangereux, qu'il ait ce pouvoir que mon Maiarino a dans le monde colombien. Donc d'abord, dans le monde colombien, il est une sorte de mélange de plusieurs caricaturistes très connus, que j'ai pris comme modèle, auxquels j'ai parlé, lesquels j'ai interviewé pour arriver à construire les personnages. Les événements de Charlie Hebdo ont représenté pour moi un des points les plus terribles de notre grand débat sur la liberté d'expression. J'étais très triste d'entendre des intellectuels, des lecteurs de presse, des écrivains qui, d'une certaine façon, justifiaient les attaques en disant on a poussé la liberté d'expression trop loin, la liberté d'expression a des limites. Moi, je ne le crois pas. Je crois que la liberté d'expression, quand elle est limitée, elle n'est plus la liberté d'expression, mais une certaine forme de censure. Je ne donne pas des opinions sur le bon ou le mauvais goût des dessins de Charlie Hebdo, mais je crois que nos sociétés doivent protéger tout dans la liberté d'expression, même les choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et voilà. Merci. Bien sûr, nous n'avons pas fait le parcours de tous les thèmes du livre, mais c'est avec plaisir que nous avons entendu vos versions. Merci, c'était un plaisir pour moi aussi.